Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Il y a des jours où tu n'es pas triste, mais tu n'es pas bien non plus. Des jours où tu continues à fonctionner. Tu accomplis, tu produis, tu réponds. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose demande en silence. À quoi sert tout ça? Parfois, nous croyons chercher le sens de la vie. Mais si nous sommes honnêtes, ce que nous cherchons n'est pas une réponse parfaite. Nous cherchons du soulagement, une direction, une façon de vivre qui ne ressemble pas à une course sans ligne d'arrivée. Moi aussi, je suis tombé plusieurs fois dans ce piège. Tourner en rond autour de questions énormes jusqu'à me perdre dedans, comme si réfléchir davantage allait me sauver. Et avec le temps, j'ai compris quelque chose de simple mais de profond. Face à ces questions, l'important n'est pas de trouver une vérité absolue. C'est de changer la perspective depuis laquelle nous regardons la vie. Il existe des cultures qui ne séparent pas la philosophie du quotidien. Elles ne la gardent pas dans des livres. Elles la transforment en habitude, en geste, en façon de marcher à travers la journée. Et là apparaît une inspiration puissante, non pas comme un idéal à copier, mais comme une étude. Parce qu'il ne s'agit pas de romantiser un pays. Il s'agit d'apprendre quelles petites décisions, répétées avec calme, peuvent transformer le poids de l'existence. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 8 habitudes japonaises, 8 façons de vivre qui naissent de ce regard. Un regard qui priorise la sérénité, l'équilibre, la communauté, l'amélioration lente, le respect pour l'essentiel. Non pas pour que tu les imites comme une recette, mais pour que tu prennes ce qui te sert et que tu le fasses tien. Alors maintenant, allons-y avec la première. Ishariba Shode. Il existe une expression qu'on entend fréquemment à Okinawa, une région tranquille, rurale, connue pour avoir l'une des plus grandes concentrations de centenaires au monde. L'expression est Ishariba Shode. Elle signifie quelque chose de très simple, mais de profondément transformateur. Traite les autres comme s'ils étaient tes frères, même si c'est la première fois que tu les rencontres. Quand on observe la vie dans ces communautés, quelque chose attire l'attention immédiatement. Les gens ne vivent pas isolés. Ils ne se comprennent pas comme des individus séparés en compétition. Ils se comprennent comme faisant partie d'un nous. Et ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas du romantisme. C'est une façon très concrète de vivre. À Okinawa, le sentiment d'appartenance à une communauté n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique quotidienne. S'entraider, partager les tâches, prendre soin des aînés, être présent dans la vie de l'autre. Cette habitude est profondément connectée avec un autre principe local, le Yuimaru, la coopération, le travail d'équipe, l'aide mutuelle. Et ici apparaît quelque chose d'important. Souvent, nous cherchons le bien-être seulement dans ce que nous manguons, dans l'exercice, dans la méditation. Mais nous oublions quelque chose d'essentiel. L'être humain ne guérit pas seul. La solitude prolongée, la sensation de ne pas appartenir, de devoir tout porter seul, finit par user même le corps le plus fort. Dans ces communautés, la longévité ne s'explique pas seulement par ce qu'ils mangent ou combien ils marchent, elle s'explique aussi par ce tissu invisible de relations humaines réelles. Savoir que quelqu'un t'attend, que quelqu'un compte sur toi, que tu n'es pas un étranger dans ton propre environnement. Ishariba Shode nous rappelle quelque chose que nous avons progressivement oublié en Occident. Bien vivre, ce n'est pas tout faire, seul, pour prouver qu'on est fort et indépendant. Bien vivre, c'est sentir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, sans perdre notre individualité. Il ne s'agit pas de devenir dépendant. Il s'agit d'apprendre à être vraiment connecté. Et peut-être que dans un monde qui pousse constamment vers l'isolement, vers la compétition plutôt que la coopération, vers le chacun pour soi plutôt que le ensemble nous sommes plus forts, récupérer cette habitude de traiter les autres avec cette chaleur fraternelle immédiate est l'un des actes les plus silencieux et les plus puissants que nous puissions poser pour créer une vie vraiment plus apaisée. Deuxième habitude,
Genki. Il y a quelque chose de très révélateur dans la façon dont on demande comment tu vas au Japon. On ne demande pas d'abord si tu es content ou triste, si tout va bien dans ta tête. La question qui revient le plus souvent, c'est « Es-tu Genki ?» Et ce qu'on demande réellement, ce n'est pas ton humeur du moment, c'est l'état de ton énergie vitale. Le mot Genki combine deux concepts profonds. Gen renvoie à l'origine, à la source première. Ki désigne cette énergie qui nous anime, qui nous fait bouger, qui nous maintient en vie. Et quand quelqu'un dit qu'il est Genki, il ne dit pas simplement tout va bien. Il dit que son énergie est en équilibre, que son corps, son esprit et son environnement ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Et quand une personne n'est pas Genki, la réaction n'est pas d'immédiatement supposer qu'elle est défectueuse, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle devrait se ressaisir. Non, on comprend que son énergie a été perturbée, déséquilibrée et qu'elle a besoin d'être restaurée, soignée, réharmonisée. Cette nuance change radicalement la façon dont nous nous regardons nous-mêmes. Prendre soin de son état Genki, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de spirituellement compliqué. C'est extrêmement pratique. C'est remarquer quand un certain lieu te draine systématiquement. Reconnaître quand une conversation spécifique te laisse épuisé, même si elle ne dure que 10 minutes. Identifier quand une routine particulière te prend beaucoup plus qu'elle ne te donne. Observer même quand tes propres pensées deviennent un bruit constant qui te bouffe toute ton énergie mentale. Ça nous arrive à tous. Il y a des moments où on sent que notre énergie est dispersée partout, comme si quelque chose à l'intérieur était complètement désordonné. Genki ne nous demande pas d'être toujours au top, de forcer la positivité, de faire semblant que tout est parfait. Il nous invite juste à nous arrêter régulièrement et à nous poser une question vraiment honnête. Qu'est-ce qui affecte mon énergie en ce moment précis? Parfois, la réponse est dans le corps, dans le repos que nous ne nous donnons pas, dans le silence que nous évitons, ou dans les limites que nous ne posons pas. Prendre soin de notre énergie, c'est reconnaître que nous sommes des êtres internes et externes en même temps, et qu'une vie plus tranquille commence quand nous arrêtons d'ignorer ces signaux subtils qui nous disent, sans mots, que quelque chose a besoin d'attention. Troisième habitude, omotenashi. Il y a quelque chose qui surprend énormément les gens qui visitent le Japon pour la première fois. Dans beaucoup d'endroits, si tu essaies de laisser un pourboire, non seulement on ne l'accepte pas, mais ça peut même être perçu comme une forme de manque de respect. Et derrière ce geste qui peut sembler étrange pour un esprit occidental, il y a toute une philosophie appelée omotenashi. On traduit généralement omotenashi par hospitalité, mais cette traduction est vraiment insuffisante. Et elle passe complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas juste bien recevoir quelqu'un, c'est offrir le meilleur de soi-même sans rien attendre en retour, sans calcul, sans transaction cachée. Cette forme d'hospitalité repose sur 3 piliers silencieux mais solides: l'harmonie, la dévotion et la qualité. On ne fait pas quelque chose correctement pour être reconnu, pour recevoir des compliments, pour gagner quelque chose après. On le fait parce qu'il y a un engagement intérieur profond envers l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. Et ici apparaît une idée vraiment puissante. Omotenashi n'est pas seulement une manière de traiter les autres. C'est une manière d'habiter chaque action de ta vie. Imagine comment ton expérience quotidienne changerait si chaque geste, même le plus banal et routinier, était imprégné de cet esprit d'omotenashi. Pas par obligation, pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement pour le plaisir profond de faire les choses bien. Il y a une satisfaction unique qui vient de ça, une forme de fierté tranquille qui ne dépend d'aucune validation externe. Il y a une phrase qui résume très bien cet esprit. Tel que tu fais une chose, tu fais toutes les choses. Quand tu vis de cette manière, la vie cesse de se sentir fragmentée. Il n'y a pas un toi professionnel et un toi personnel déconnectés. Il y a de la cohérence. Omotenashi nous enseigne que la tranquillité d'esprit ne naît pas uniquement du repos et de la déconnexion. Elle naît aussi de la qualité avec laquelle on vit ce qu'on fait.
de l'attention qu'on porte à nos actions. Et quand on arrête de courir dans tous les sens en mode automatique et qu'on commence vraiment à être présent dans ce qu'on accomplit, quelque chose s'organise à l'intérieur. Un ordre intérieur se crée progressivement. 4e habitude. Hara Hachi Bu. Il existe une expression toute simple qui révèle une relation complètement différente avec le corps et avec le désir. Hara Hachi Bu. Sa signification est claire et directe. Mange jusqu'à être satisfait à 80%, pas plus. Pas jusqu'à être complètement rempli. Pas jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Pas jusqu'à t'anesthésier. Juste jusqu'au point où c'est suffisant. Cette habitude est intimement liée à ce qu'on appelle les zones bleues. Ces endroits rares dans le monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne mondiale et surtout avec une qualité de vie maintenue jusqu'à un âge très avancé. Okinawa est l'une de ces zones bleues. Pendant des années, les chercheurs se sont demandé pourquoi ces communautés atteignent des âges aussi avancés tout en gardant leur lucidité mentale, leur mobilité physique, leur bien-être général. Et la réponse n'a jamais été un seul facteur unique. Ce n'était pas seulement ce qu'ils mangent. Ce n'était pas seulement l'exercice qu'ils font. Ce n'était pas seulement la génétique. C'était une combinaison d'habitudes simples répétées avec constance. Hara Hachi Bu est l'une d'elles. Ce principe ne parle pas seulement de nourriture. Il parle de connaissance de soi. Et d'apprendre à écouter le corps avant qu'il doive crier pour se faire entendre. De reconnaître ce qui est suffisant dans une culture qui nous pousse constamment à l'excès. Souvent, nous mangeons plus, non pas parce que le corps en a besoin, mais parce que nous cherchons à calmer l'anxiété, à remplir des vides, à nous déconnecter du bruit de la journée. Hara Hachi Bu nous invite à nous arrêter, à observer, à nous demander « ce que je fais là, est-ce de la nutrition ou est-ce de la compensation ?» Il ne s'agit pas de restrictions rigides. Il ne s'agit pas de contrôle obsessif. Il s'agit de mesure. De cette capacité à reconnaître le point où c'est assez et de respecter ce point. 5e habitude. Kaizen. Il y a une idée très répandue qui nous fait du mal sans qu'on le remarque. La croyance que les grands changements arrivent seulement quand on fait quelque chose de radical. Tout changer, repartir de zéro. Faire un virage brusque. Mais il existe un autre chemin beaucoup plus silencieux et beaucoup plus soutenable. Ce chemin s'appelle Kaizen. Kaizen unit 2 mots, changement et bon. Il ne se réfère pas à des transformations spectaculaires. Il se réfère à l'amélioration constante, petite, quotidienne. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était dévasté. Sans ressources, sans infrastructures, sans marge pour de grandes mises. Et c'est précisément là que cette philosophie a pris toute sa force. La question n'était pas comment reconstruire tout d'un coup, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer de 1%? Un geste petit, une décision minime, avec un ajustement presque imperceptible. Mais répété chaque jour. Kaizen nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'intensité qui transforme la vie, c'est la constance. Quand on cherche des changements radicaux, on s'épuise généralement vite. On monte avec force et on tombe avec la même intensité. En revanche, quand on s'améliore un peu chaque jour, le progrès devient presque invisible, jusqu'à ce qu'un jour, on regarde en arrière et on comprend combien on a avancé. Kaizen n'exige pas de motivation permanente. Il exige de la présence. Il ne demande pas la perfection, il demande de l'engagement. Il ne demande pas si aujourd'hui tu te sens inspiré. Il demande si aujourd'hui tu peux être à peine un peu meilleur qu'hier. Et ce peu ne se mesure pas en accomplissement externe, mais en décision interne. Un peu plus de soin, et un peu plus d'attention, un peu plus d'honnêteté avec toi-même. Vivre avec Kaizen, c'est arrêter de se battre contre le temps et commencer à marcher avec lui. C'est comprendre qu'une vie tranquille ne se construit pas avec des coups d'éclat, mais avec de petits pas qu'on n'abandonne pas. 6e habitude, Motenai.
il y a un mot qui exprime une conscience très profonde sur la vie, le temps et la valeur de ce qu'on a. Le mot est motenai. Il se comprend généralement comme quel gaspillage. Mais en réalité, il ne parle pas seulement d'objets. Il parle du respect pour tout ce qui nous a été donné. Temps, énergie, capacité, opportunité. Motenai n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas du reproche. Ce n'est pas une exigence dure, c'est de la conscience. Et c'est cette sensation silencieuse qui apparaît quand tu sais que tu aurais pu prendre mieux soin de quelque chose, mieux profiter de quelque chose, honorer quelque chose qui avait de la valeur. Souvent, le véritable déchirement ne vient pas de faire trop. Il vient de gaspiller l'essentiel, des jours entiers sans présence, de l'énergie investie dans ce qui n'importe pas, des talents endormis par peur ou par distraction. Non pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que nous vivons déconnectés de ce qui a vraiment de la valeur. Motenai nous invite à nous arrêter et à nous demander, sans dramatisme, « Est-ce que j'honore ce que j'ai ?» Non pas en comparaison avec les autres, non pas depuis la culpabilité, depuis la responsabilité intime avec notre propre vie, parce qu'il y a quelque chose de plus lourd que le cansancio, le regret silencieux de regarder en arrière et de sentir qu'on n'était pas présent quand ça comptait. Ce principe ne nous pousse pas à faire plus. Il nous invite à valoriser plus, valoriser le temps qui s'en va, le corps qui aujourd'hui répond, les capacités qui sont encore là, même les expériences difficiles parce qu'elles contiennent aussi de l'apprentissage. Quand cette conscience s'intègre, la vie ne devient pas rigide, elle devient attentive et depuis cette attention, chaque geste, aussi petit soit-il, commence à avoir du sens. 7e habitude, Ikigai. Il y a un concept qui traverse toute cette façon de vivre et qui d'une certaine manière donne du sens à toutes les habitudes précédentes. Ce concept est Ikigai. Ikigai peut se traduire par raison d'être, mais ce n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un but lointain. Ce n'est pas une jolie phrase à répéter. Ikigai, c'est ce qui fait que la vie a une direction. Dans certaines régions d'Okinawa, les personnes âgées ne parlent pas de se retirer de la vie. Elles parlent de continuer à y participer. Elles continuent à marcher, à prendre soin de leur jardin, à partager avec les autres, à faire ce qui leur donne du sens chaque matin. Pour elles, l'ikigai n'est pas quelque chose qu'on trouve d'un coup. C'est quelque chose qu'on cultive, qui se construit à l'intersection de 3 choses très simples: ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce qui peut servir aux autres. Quand ces 3 dimensions commencent à s'aligner, même partiellement, la texture de la vie change complètement. L'effort ne disparaît pas, et parce que tout ce qui a de la valeur demande de l'effort, mais il cesse de ressembler à une lutte épuisante contre soi-même. Le travail arrête d'être uniquement une obligation pénible pour payer les factures et commence à devenir une expression de qui tu es. Le temps cesse d'être quelque chose qu'on supporte en attendant les vacances et devient quelque chose qu'on habite vraiment. Ikigai ne promet pas un bonheur constant et béat. Il promet de la cohérence. Il ne signifie pas que tous les jours seront faciles et agréables. Il signifie que même les jours vraiment difficiles auront du sens, qu'ils s'inscriront dans quelque chose de plus grand que juste survivre jusqu'à ce soir. Et il y a quelque chose d'important qu'on oublie souvent. L'ikigai n'est pas fixe pour toujours. Il change avec toi. Il évolue selon tes différentes étapes de vie. Il se transforme à mesure que tu te transformes. À 25 ans, ton ikigai n'est probablement pas le même qu'à 45 ou à 65 ans. Et c'est complètement normal. Donc, il ne s'agit pas de s'obséder à trouver le bon ikigai parfait et définitif. Il s'agit de s'écouter honnêtement et de se demander régulièrement « Qu'est-ce qui me fait sentir vivant en ce moment? Où est-ce que je sens que j'apporte quelque chose? Quelle activité me connecte à quelque chose de plus grand que mon petit moi égocentré? » L'ikigai ne s'impose pas depuis l'extérieur. Il se reconnaît depuis l'intérieur. Et quand on le reconnaît, la vie ne devient pas parfaite et sans problème. Mais elle devient beaucoup plus claire dans sa direction.
8e habitude, Kansha. Il y a une dernière habitude qui ne cherche pas à améliorer ta vie en projetant vers le futur, mais elle cherche à te réconcilier avec ce qui est déjà là, maintenant. Cette habitude, c'est Kansha. On traduit généralement Kansha par gratitude ou reconnaissance, mais ce n'est pas du tout dans le sens où on l'entend souvent en développement personnel occidental. Ce n'est pas répéter des affirmations positives mécaniquement. Ce n'est pas se forcer à ressentir une émotion qu'on n'a pas. Ce n'est pas faire semblant que tout est génial quand ça ne l'est pas. Kansha, c'est quelque chose de beaucoup plus sobre et profond. Reconnaître. Reconnaître qu'on est vivant maintenant, qu'on respire en ce moment même, que cet instant précis, avec absolument tout ce qu'il contient de bon et de difficile, ne se répétera jamais exactement de la même façon. Kansha n'ignore pas la douleur, elle ne nie pas les difficultés, et elle ne prétend pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose de plus subtil. Elle élargit le regard. Elle nous rappelle que même au milieu de la fatigue, même quand tout semble lourd, il y a quelque chose qui nous soutient. Un corps qui, malgré tout, continue à fonctionner. Un jour de plus pour essayer de faire un peu mieux. Une opportunité d'apprendre quelque chose. Une conversation. Un geste minuscule qui est passé inaperçu, mais qui était là. Pratiquer Kansha, ce n'est pas remercier uniquement pour ce qui est facile et agréable. C'est remercier pour ce qui est réel. Pour ce qui a été simple et pour ce qui a été compliqué. Pour ce qui s'est passé comme tu l'espérais et pour ce qui t'a forcé à grandir malgré toi. Pour les joies évidentes et pour les leçons cachées dans les épreuves. Il y a des gens qui passent leur vie entière à courir après ce qui manque, à se focaliser obsessionnellement sur ce qu'ils n'ont pas encore. Et dans cette course permanente, ils perdent complètement la capacité de voir tout ce qui est déjà présent dans leur existence. Kansha casse ce pattern toxique. Cette pratique nous invite à nous arrêter, ne serait-ce qu'un instant dans la journée, et à reconnaître avec honnêteté ce que j'ai maintenant a aussi de la valeur. Pas besoin que ce soit extraordinaire, pas besoin que ce soit Instagram-able. Juste reconnaître que c'est là, que c'est réel et que ça compte. Quand cette pratique devient quotidienne, quelque chose se détend à l'intérieur. L'exigence permanente diminue. La comparaison constante avec les autres perd de sa force. La vie cesse de ressembler à une dette qu'on ne pourra jamais rembourser, à un examen qu'on est en train de rater. Kansha ne nous rend pas complaisants ou passifs. Elle nous rend présents, et depuis cette présence, on prend naturellement meilleur soin de ce qu'on fait, des gens qui nous entourent et de nous-mêmes. Si tu fais attention, aucune de ces 8 habitudes ne prétend te dicter comment tu devrais vivre ta vie. Ce ne sont pas des commandements gravés dans le marbre. Ce ne sont pas des formules magiques qui garantissent le succès. Ce ne sont pas des règles rigides qu'il faut suivre aveuglément. Ce sont des manières de créer des relations différentes. Une relation différente avec les autres êtres humains. Une relation différente avec ton énergie vitale. Une relation différente avec chaque action que tu accomplis. Être une relation différente avec ce que tu consommes. Une relation différente avec le temps qui passe. Une relation différente avec ton sens et ta direction dans l'existence. Une relation différente avec ce que tu possèdes déjà. Et peut-être que c'est exactement là que se trouve la clé de tout ça. Parce que très souvent, on ne vit pas mal par manque d'informations ou de connaissances. On a accès à tellement d'informations qu'on croule littéralement dessous. On ne vit pas mal parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait faire. Au fond, on le sait très bien. On vit mal à cause de la manière dont on se relie à tout ce qui nous entoure. Le corps qu'on traite comme une machine à qui on peut exiger n'importe quoi sans jamais l'écouter. Le travail qu'on charge d'attentes impossibles et qui devient une source de stress permanent. Le temps qu'on traite comme s'il était infini alors qu'on sait très bien qu'il ne l'est pas. Nous-mêmes qu'on juge avec une dureté qu'on n'appliquerait jamais à personne d'autre et qu'on soigne très peu. Ces 8 habitudes japonaises ne vont pas résoudre tous tes problèmes,
Elles ne vont pas créer une vie parfaite sans difficulté, mais elles peuvent transformer la qualité de ton expérience quotidienne si tu choisis de les intégrer progressivement, à ton rythme, selon ta réalité. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé ce temps et cet espace. Parce que chercher à vivre avec plus de sens, plus de calme, plus de cohérence, ce n'est pas un luxe superflu. C'est peut-être l'acte le plus important qu'on puisse accomplir dans une vie humaine.